À partir de la fin du XIXe siècle, les conflits sociaux et politiques se succèdent en Espagne et la proclamation de la Seconde République, le 14 avril 1931, vient nourrir l'espoir d'une société meilleure. Le gouvernement entreprend une série de réformes novatrices au caractère progressiste, venant rompre avec les régimes et gouvernements précédents fortement soutenus par l'Église et d'obédience plutôt conservatrice. Les changements opérés face au modèle séculier sont immédiats et radicaux. Séparation de l'Église et de l'État, mariage et divorce civil, réforme de l'armée, de l'enseignement, réforme agraire, mesures sociales et professionnelles, statut d'autonomie pour la région catalane et de façon notable, droit de vote pour les femmes et droit à l'avortement. Mais malgré les avancées dans l'enseignement ou les droits des femmes notamment, la déception grandit et petit à petit les illusions s'évanouissent pour laisser place à l'expression du mécontentement populaire qui exacerbe les tensions socio-politiques. Le 18 juillet 1936, le soulèvement militaire préparé par les nationalistes éclate. La guerre d'Espagne commence. Durant près de 3 ans, le peuple espagnol se trouve divisé. D'un côté, les nationalistes, dirigés par le général Francisco Franco et soutenus par l'Église et l'armée. De l'autre, les républicains, qui comptent dans leurs rangs différentes tendances de gauche. Marxistes, anarchistes, socialistes, communistes et républicains modérés. Souvent considérée comme un prélude à la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne devient ainsi le terrain de confrontations internationales. Dans le camp nationaliste, les troupes d'Hitler et de Mussolini s'entraînent et testent leur matériel. La République espagnole reçoit de son côté l'appui de milliers de volontaires étrangers. L'avancée des troupes franquistes oblige, dès 1936, de nombreux républicains à quitter provisoirement l'Espagne pour fuir les combats. Un exode intérieur jette également sur les routes des milliers d'Espagnols qui trouvent progressivement refuge en Catalogne. Quand le 26 janvier 1939, Barcelone tombe aux mains du général Franco, la population catalane, et avec elle des milliers de républicains provenant de toute l'Espagne, se dirigent vers la frontière française pour échapper à la répression et au bombardement. Ces civils sont bientôt rejoints par une partie de l'armée républicaine en déroute. Cette retraite, la retirada, entraîne dans l'exode des centaines de milliers de réfugiés. Le passage de la frontière se fait dans des conditions particulièrement pénibles. Les populations sont affaiblies par 3 ans de combats et de privations. Les écoles sont enneigées. L'aviation franquiste bombarde les réfugiés sur les routes catalanes. Civils et militaires sont le plus souvent partis précipitamment, avec peu d'affaires, et ils arrivent en France dans le dénuement le plus complet. Partagés entre la crainte de voir des hordes de révolutionnaires rouges déferler sur le pays et le respect des valeurs républicaines qui accordent asile et hospitalité aux persécutés, le gouvernement français du radical Édouard Daladier décide finalement d'ouvrir la frontière le 28 janvier 1939, mais aux seuls réfugiés civils. Les hommes armés patientent quelques jours de plus sous les bombardements franquistes. Le 5 février, la frontière est enfin ouverte aux soldats républicains. Du 28 janvier au 13 février, ce sont 475 000 personnes qui passent la frontière française en différents points du territoire. Cerbère, Le Perthus, Pras de Molo, Bourg-Madame, etc.
Ces réfugiés ne bénéficient pas d'un accueil optimal. En dépit du soutien de la gauche et des tenants d'une attitude humaniste, la France de 1939 est loin d'être pour les Espagnols la République sœur dont ils espéraient obtenir réconfort et soutien. Rongée par la crise économique, en proie aux sentiments xénophobes, repliée sur elle-même, la société française offre aux réfugiés un accueil plus que mitigé. La France s'est efforcée depuis le début de la guerre civile en Espagne de tenir à distance le problème espagnol. Les difficultés économiques, le climat de xénophobie qui se développe, les tensions internationales de plus en plus vives expliquent probablement cette attitude. Après l'échec des troupes républicaines sur l'Èbre et leur recul, la France, qui a déjà reçu plusieurs vagues de réfugiés, ne parvient pas ou se refuse à prendre en compte ce nouvel afflux de grande ampleur. Des mesures ont été prises à la frontière franco-espagnole pour renforcer les moyens de surveillance et de contrôle afin d'empêcher une invasion du territoire français. Et le préfet des Pyrénées-Orientales se tient en contact permanent à ce sujet avec les autorités intéressées de Paris. Toutefois, le gouvernement français, dans un souci d'humanité, s'efforce de concilier ce qu'il considère comme un devoir de charité avec les nécessités de la sécurité nationale. Dans cet esprit, des instructions ont été données aux autorités exerçant la surveillance de la frontière pour que les enfants, les femmes et les vieillards qui s'y présenteront ne soient pas refoulés. Cependant, pour les raisons que l'on sait, même cet acte d'humanité ne pourrait ouvrir qu'une portée limitée et ne s'étendrait qu'à un nombre restreint de bénéficiaires. Le gouvernement Daladier ferme la frontière et déploie un dispositif de barrage le long des Pyrénées, en faisant appel aux gardes mobiles, aux gendarmes et aux Sénégalais, braves gens et braves cœurs dont on ne fera jamais assez l'éloge. Dès le lendemain, devant l'afflux massif des réfugiés, il est cependant contraint d'ouvrir la frontière aux femmes, enfants et vieillards. Tous les hommes d'âge militaire, civils et soldats, sont refoulés. Les pères et les maris sont séparés de leurs familles. À l'heure présente, on peut évaluer à environ 3,5 millions de francs par jour le coût des dépenses de tous ordres causées par l'hébergement des réfugiés espagnols. Aussi, en présence d'une charge aussi lourde sur le contribuable français, le gouvernement s'est préoccupé de savoir si certains pays de l'étranger ne seraient pas disposés à participer aux frais et à accueillir des réfugiés espagnols. À cette fin, le gouvernement français s'est adressé aux gouvernements anglais, américains et russes. Si les Anglais et les Américains ont adressé des secours à titre privé, par contre, les gouvernements ont fait des réponses négatives. Les camps de réfugiés étaient désignés, d'après les écrits officiels de l'époque, sous l'appellation camps de concentration.
c'est-à-dire camps où l'on rassemble, où l'on concentre une population. Les camps de concentration hitlériens ayant donné une connotation très spécifique à ces mots, on parle aujourd'hui de camps d'internement, afin de les différencier des camps de concentration et d'extermination, où l'on fit périr volontairement des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Tondus dès leur arrivée et dépouillés de leurs objets personnels, les hommes sont cantonnés à 200 par baraque, sans chauffage ni électricité. La nourriture est très rationnée. Contraints à des travaux humiliants et ou inutiles, ils subissent des châtiments corporels. Dès 1942, et comme d'autres camps du sud de la France, le Vernet servira d'antichambre à la déportation des Juifs. 1200 hommes, femmes et enfants seront envoyés du Vernet vers Auschwitz et Dachau. Construit en mars et avril 1939, le camp de Gurs est le plus grand du sud de la France. 25 577 réfugiés espagnols, dont 6 808 volontaires internationaux, y seront internés. Peu à peu, les réfugiés se dotent d'une organisation sociale sur une base démocratique. Les chefs de camp espagnols rencontrent chaque semaine les responsables français et s'efforcent d'améliorer les conditions d'hébergement. Prisonniers politiques, puis juifs allemands et d'Europe centrale, déportés, enfin gitans et femmes indésirables, y seront internés de 1940 à la Libération. La culture, symbole de l'antifascisme, est au cœur du combat politique des républicains espagnols. L'exil et l'internement ne briseront pas cette confiance dans la connaissance et le savoir partagé. Les artistes dessinent ou peignent des scènes du quotidien des camps. Les sculpteurs utilisent du savon, du bois flotté, des boîtes de conserve, du carton, du fil de fer barbelé. En Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. 10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán.